Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel opus de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. On ne présente plus Mourad Guichard, journaliste indépendant. Il pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. N'hésitez pas à faire connaître cette chronique autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube et à faire connaître ce nouveau rendez-vous du média. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Nadia. Comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais avant ça, un préambule. Oui, je voulais vous faire un petit cadeau. Nous sommes dimanche dernier, donc le soir du second tour. Nous sommes place de Stalingrad à Paris. Il est 19h59, l'heure adorée et bénie de Raphaël Enthoven, qui est prête évidemment à voter Le Pen face à la France insoumise. Donc il est 19h59. Et je vais vous demander de regarder le jeune homme qui se trouve au premier plan avec une sacoche verte, peut-être de soutien à la SSE, allez savoir. Et je vous demande vraiment d'être focus sur lui, vous allez voir, c'est tout à fait touchant et je pense que ça va rappeler quelques bons souvenirs à pas mal de gens parmi vous. Je vous laisse regarder. Il est 20h et on découvre la nouvelle assemblée et ce n'est pas le tiers. Donc voilà, ce qui me plaît dans cet extrait, c'est qu'en fait, c'est une personne, alors lambda, peut-être qui se découvrira ou qui donnera son nom, qui fera un petit signe de vie. J'en serais ravi d'ailleurs pour pouvoir le remercier avec son prénom. On te trouve facilement sur Twitter. J'espère. Mais voilà, ce qui me plaît vraiment, au-delà de l'émotion évidemment qui est ressentie, c'est qu'il incarne vraiment, il vit la politique comme quelque chose d'essentiel. On est très loin des politicards, des gens qui font carrière. Lui, on sent que tout ça va avoir une influence sur sa vie, sur peut-être son entourage, et je trouve ça extrêmement, extrêmement touchant. Et c'est parti pour les tops. Le premier, tu le décernes à Charles de Consigny, l'inclassable. Ouais, il est littéralement inclassable et vous allez le voir par l'image. Là, il va avoir un comportement et un positionnement, on va dire, que je vais qualifier de très progressiste dans son propos. Vous allez voir, il est face à l'un de ses collègues de plateau télé que je ne vous présente plus. Mais il est aussi capable du pire. On va commencer évidemment par le meilleur. Moi, j'admire les insoumis qui se sont déplacés pour aller voter pour un candidat qui leur a infligé un tel niveau de violence policière. Voilà, donc il est capable du meilleur. Et puis ici, bizarrement, il va se mettre à péter les plombs. Ça lui arrive très souvent. Face à notre chère consoeur Rokhaya Diallo, il va tenir un propos totalement incohérent, puisque ça n'a rien à voir, vous allez l'entendre, avec ce que dénonce Rokhaya Diallo, à savoir l'absence de diversité et de représentation dans les partis de gauche. Je rappelle que Rokhaya Diallo est classée à gauche. Elle s'adressait à Manuel Bompard dans cette séquence. Absolument. Ouais. Et elle va expliquer que ça manque de gens des territoires, notamment de Seine-Saint-Denis, des banlieues, et ainsi de suite, ce qui est tout à fait vrai, puisqu'on se rappelle une fameuse photo sur le perron au moment des discussions où effectivement il y avait très très peu de diversité. Donc elle va poser très simplement la question. Écoutez comment Charles de Consigny va l'interpréter. Quelle place vous allez faire à toutes ces personnes, notamment celles des quartiers populaires, qui reprochent quand même souvent à la gauche de les utiliser entre deux tours et de jamais leur faire une place véritablement visible? Parce que quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front populaire, on ne peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresse de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo? Non, mais
Mais vous l'imaginez, vous savez, ça a été fait pour vous savez, les vous 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 rendez compte ou Non, mais pas Charles, personne vous n'a savez dit ce que ça. c'est la justice? Mais c'est honteux. Non, c'est pas d'entendre ça. personne n'a Mais dit quelle ça. honte Parler de dire ça. d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous faites. Oh, pauvre petit Bah chou. oui, c'est ça. Mon Bah frère oui, c'est du Consigny racisme. est victime de Bah oui, racisme anti-blanc. absolument, Oh là là, je suis sûre que de la votre part vie de est Madame Diallo. absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous Bah, avez perdu quand plein j'entends- d'opportunités. oui, parce ça que me vous choque appelez un peu. Charles et Quand parce que vous j'entends êtes blanc. qu'une photo- Vous êtes choqué parce qu'on dit Quand qu'il y a j'entends beaucoup qu'une de blancs. photo- Gaïa, Bah, laissez-le répondre. Excusez-moi, Non, mais j'ai même c'est pas un terminé ma langage, phrase. Il m'a c'est un interrompu. langage racialiste. Pauvre petit raciste. Charles Consigny Dire qui une pleure du photo, racisme oui, anti-blanc. dire une photo, C'est ça m'a terrible. ébloui. Je trouve Oh ça là là, très c'est choquant. Je suis terrible. désolé. Alors le deuxième top, tu le décernes à deux femmes, Caroline Fourest et Florence Bergeau-Blacker. Elles décrochent même la Légion d'honneur. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles vont recevoir la Légion d'honneur. Donc elles le reçoivent, vous savez, on n'est pas le 14 juillet, on n'est pas le 1er janvier. Donc elles le reçoivent dans une espèce de contingent de breloques, en fait, qui sont hors circuit, qui sont juste avant que les rats ne quittent le navire. Pardon de le dire comme ça, mais c'est un fait. Donc elles vont recevoir cette Légion d'honneur. Alors, Caroline Fourest, on ne la présente plus. On en a déjà parlé ici. On connaît ses mensonges, on connaît ses approximations. Les céréales menteuses. Oh, absolument. Et on connaît ces analyses à l'emporte-pièce, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en cherchant à tout prix à défendre Netanyahou d'un côté et à minimiser les victimes civiles de Gaza de l'autre. Alors, Florence Bergeau-Blacker, on en a parlé il y a quelque temps ici pour ses propos borderline, où elle avait carrément dit qu'elle allait voter au Rassemblement national. Donc, le problème, c'est qu'elle se présente sous l'étiquette CNRS, officiellement. Et elle a tenu un colloque, elle a participé à un colloque le 15 mai dernier avec toute une série de personnes très engagées politiquement, qui ont un regard, notamment sur l'islam, assez discutable, on va dire ça comme ça. Et elles, son fonds de commerce, littéralement, fonds de commerce, c'est le frérisme. Elle voit des frères partout, des frères musulmans, pas absolument partout. Moi qui bourlingue un tout petit peu, j'en ai pas vu le quart de ce que Elle a dit que j'étais un frère musulman. J'ai dû la bloquer sur Twitter. Oui, c'est ça. Non, elle est complètement givrée. Donc, j'étais très surpris de voir ce fameux logo du CNRS sur un colloque islamophobe, pour pas dire arabophobe. J'ai tout simplement appelé on va le voir à l'écran, j'ai tout simplement appelé le service presse national du CNRS qui m'a confirmé que jamais, au grand jamais, il n'avait été au courant, c'est moi qui l'aurais appris, et qu'il n'avait a fortiori pas donné d'accord pour que le logo du très sérieux et très officiel CNRS ne figure sur quelque chose de politique et de boutiquier comme elle sait le faire. Et bien voilà, comme tu l'as dit au départ, chère Nadia, elle décroche la Légion d'honneur malgré ses faits d'armes très discutables. Alors la question que toutes celles et ceux doivent se poser à ce moment-là, est-ce que le CNRS prévoit de prendre des sanctions? Alors c'est la deuxième question. Ils ont accusé réception de ma deuxième demande qui est partie, je crois, ce week-end, suite à leur première réponse qui était vraiment sans appel. Donc j'attends la deuxième réponse, à savoir effectivement, y aura-t-il ou non des sanctions? Va-t-on au moins l'obliger à retirer de sa bio sur Twitter le fait qu'elle appartienne au CNRS? Et je rappelle, on l'avait déjà dit ici, mais je rappelle quand même, c'est important, qu'elle se plaint régulièrement que ses travaux ne fassent pas l'objet de reprises par les universitaires, pour une raison évidemment très simple, puisque les universitaires, eux, qui sont sérieux, ne reconnaissent pas les travaux de cette dame, donc qui va recevoir, je le redis, la Légion d'honneur. Après les tops, les flops, ils sont nombreux. Oui. Le premier, alors dans le premier flop, tu souhaites parler d'une marche vers Matignon qui se transforme en marche. Oui, c'est Louis Boyard donc, qui ils vont partir. Vous allez voir la réflexion des gens sur le plateau de télé, qui sont unanimes évidemment face à Louis Boyard. Ils vont partir d'une marche vers Matignon, donc c'est une marche qui est programmée, à laquelle Louis Boyard dit qu'il va participer. Enfin, je vois pas où est le problème, c'est une manifestation comme une autre. Ça va se transformer en marche sur Matignon, sous-entendu insurrection ou intifada, comme dirait notre chère consoeur de Public Sénat. Je vous laisse écouter. Il y a une marche populaire vers Matignon. Vous irez. Mais évidemment, à partir du moment, si jamais on a un président de la République qui veut continuer de mener sa politique comme s'il n'y avait pas eu d'élection, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux? Le peuple français manifester. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous pouvez entendre en fait que cette sémantique d'une marche sur Matignon, elle est quand même potentiellement problématique? N'aurait-il pas mieux valu appeler à une manifestation adressée au chef de l'État? Justement, vous voyez, là, je vais vous le dire très franchement, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays parce qu'on a un président de la République qui perd une élection et qui cherche à continuer une coalition comme si le peuple français n'avait pas à donner son avis. Et j'ai peur pour mon pays parce qu'à partir du moment où on parle de faire une marche pour demander au président de la République de respecter la démocratie, on est en train de me dire, mais attendez, est-ce que cette marche-là, elle serait pas dangereuse? Est-ce qu'elle créerait pas le chaos? Le chaos, c'est ceux qui respectent pas la démocratie. Et on est en France, on a le droit de manifester dans ce pays. Enfin, on a le droit d'appeler à des marches sur manifestations. Matignon, c'est pas la même chose, c'est pas le même esprit. Vous comprenez bien. Ah bah, c'est pas une manifestation entre. C'est quoi? Vous voulez qu'on trottine, qu'on court? C'est quoi? C'est le rythme?
oui. Non, mais entre République et Bastille. Bien sûr. C'est pas une marche sûre. Ça fait penser à la marche sur Rome. Ça fait penser à Trump et le Capitole. On a l'impression que vous voulez rentrer dans Matignon. C'est le cas? Mais attendez, est-ce qu'il y a écrit il faut rentrer dans Matignon? C'est marqué une marche sûre. Une marche en direction de Matignon. Non, franchement. Mais alors, on va dire. Ta Queen, épinglée par Mediapart, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah là là, c'est assez délectable. Alors, elle a fait allégeance à Nicolas Sarkozy et à son staff, notamment à sa chargée de com. Vous allez voir l'extrait de l'article publié par nos confrères de Mediapart. Alors, je vais pas, j'aime bien tirer sur les ambulances parce que sinon, elle dérange les routes secondaires et on peut plus passer, on peut plus circuler. Mais là, ce que je voudrais simplement dire, c'est que cette fameuse allégeance, c'est-à-dire service commandé, hein, c'est ce qu'on appelle habituellement des ménages, mais là c'est même pas un ménage, puisqu'un ménage c'est quelque chose qui est rémunéré, et là a priori elle n'est même pas rémunérée pour ça. C'est de manière militante qu'elle va arranger les affaires de Sarkozy face à Takieddine, donc il l'avait accusé d'avoir bénéficié de valises de billets dans l'affaire que vous connaissez. Je vous laisse aller regarder, je vous laisse évidemment aller voir chez nos confrères de Mediapart, mais ce que je trouve important, et je m'en réjouis pas, hein, parce que pour moi ça vient abîmer l'image de la profession, une fois de plus. Simplement, tout ce qu'on raconte ici, notamment, ou chez nos confrères, hein, d'autres médias et d'autres émissions de critiques médias, c'est-à-dire que quand on les traite d'éditocrates et qu'on raconte comment ils vendent la soupe, en fait, c'est quelque chose de documenté grâce à Mediapart, merci à nos confrères et à nos consoeurs, et ça n'est pas simplement l'avis, mon avis ou celui de Théo ou le tien, Nadia, c'est quelque chose d'absolument vérifié et malheureusement, une fois de plus, elle se distingue dans les flops de notre chronique. Donc, à ce stade, on n'est plus journaliste, on est clairement propagandiste. Hein. Oui, mais je lisais sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui demandent à ce qu'on lui retire sa carte de presse, sauf que, je le rappelle une fois de plus, ce n'est pas possible. La déontologie et l'éthique, ce qui est quand même extraordinaire, rien que de le dire, ça me trouble, mais la déontologie et l'éthique en France pour les journalistes n'est pas une condition sine qua non pour obtenir la carte de presse, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui. Absolument. La profession est ouverte à tout le monde. La même en bonne chienne de garde, un spécialiste de l'humour acceptable. Oui, ça c'est complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont été peut-être un jour Charlie, et puis là ils le sont plus du tout, et ils vont donner des bons points ou des mauvais points. Alors les bons points, évidemment, ça va à Sophia Aram, et les mauvais points à Blanche Gardin, notamment. Et je vous laisse regarder cette séquence, c'est absolument extraordinaire. Je vous laisse évidemment aller voir par ailleurs, parce que je ne veux pas charger la barque, aller voir par ailleurs ce fameux échange entre Aymeric Lomprey et Blanche Gardin. C'est un sketch, d'ailleurs. Oui, évidemment que c'est de l'humour. Mais il y a le bon humour et le mauvais humour. Vous savez, je vous renvoie au chasseur des inconnus. Je vous laisse écouter sa réaction faussement outrée. Ruth, on continue sur cette actualité politique et vous dites dans ce front anti-RN qu'on évoquait tout à l'heure, une humoriste perd le Nord. Oui. Alors c'est peut-être pas directement lié au RN. Non, je veux pas lier à la politique, à l'actualité politique en réalité, parce que je pense que c'est en dehors et que ça existait avant et que ça continue, et c'est ça qui m'inquiète. C'est un coup de gueule que je veux lancer ce soir parce que je suis outrée par les déclarations, le sketch, enfin je sais plus trop comment faire la différence en fait, de l'humoriste Blanche Gardin contre Sophia Aram, la merveilleuse Sophia Aram qui a reçu un Molière. Écoutez. Je voudrais que j'aille chercher un Molière et je peux pas, quoi. Je peux pas. Mais va le chercher, ce Molière. Mais non, je peux pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut être islamophobe maintenant pour avoir un Molière. Alors, peut-être que les gens ont compris, mais pourquoi dites-vous ça ? Comme Sophia Aram, c'est elle qui a eu le Molière cette année. Voilà, alors c'est Blanche Gardin. Il faut être islamophobe pour avoir un Molière. Bon, alors il faut savoir quand même que ce mot, aujourd'hui d'abord, c'est un mot prétexte qui confond la critique d'une religion et la haine des musulmans, et ce qui est condamnable, alors que la critique d'une religion est tout à fait normale dans notre pays. Donc c'est très grave. Parce que une telle insulte est synonyme de harcèlement, sinon pire. Je ne veux pas aller plus loin. Donc c'est extrêmement grave. Et je voudrais rappeler qui est Sophia Aram. C'est une femme d'origine marocaine qui a vécu à Trappes, dans une famille modeste, et qui, à force de travail, d'énergie, se retrouve, grâce à son talent, grâce à ses dons, tout simplement sur le devant de la scène. On a parlé de Ruth Elkrief. Il y a le pendant de Ruth Elkrief, c'est Apolline de Malherbe, qui se fait dicter sa ligne par SMS. Oui, on l'avait épinglée il y a peu parce qu'elle avait semblé découvrir que le racisme, finalement, c'était une réalité, alors qu'elle avait invité Mila, qui avait déversé sa haine des Arabes pendant près d'une demi-heure. Là, c'est assez extraordinaire parce que
elle va recevoir effectivement, vous allez voir, de la part d'une ministre, elle va recevoir un SMS en plateau, et elle a une espèce de, pardon d'employer ce terme-là, une espèce de jouissance, comme si c'était un acte de bravoure, comme si c'était un acte extraordinaire de se faire dicter, comme tu l'as très bien dit Nadia, par une ministre, les questions qu'elle doit poser à son interlocutrice. Je vous laisse regarder ça. Je précise que je reçois à l'instant un message de Rachida Dati qui écoute visiblement cette émission. Elle a eu le temps d'écouter, de télécharger, d'écouter, de refaire le replay. À cette époque, les féministes de gauche, à une autre époque, les féministes de gauche avaient poursuivi et fait condamner Orelsan, considéré de droite. Et on passe au dernier flop, il va à Carl Olive. Oui, Carl Olive, le très macronard Carl Olive. Alors, je pense qu'il passe une partie de sa vie dans les Alpes, une partie de son année dans les Alpes, parce que c'est pas possible de sortir une crétinerie pareille. Il va expliquer dans un tweet, donc ça fait partie des réactions qu'il y a eu après les résultats du second tour, il va expliquer très tranquillement que face à la France insoumise, puisqu'il ne les cite pas précisément, mais enfin on devine bien qu'à travers le nouveau Front populaire, il parle de la France insoumise, il va expliquer qu'il a une règle et qu'il ne va pas en déroger. Et cette règle, c'est vraiment la police, l'ordre, la sécurité, et ainsi de suite. Sauf qu'il va prendre comme métaphore, et je vous laisse regarder, la ligne Maginot. Alors je dis pour les jeunes publics, la ligne Maginot est une ligne absolument bidon de protection voilà, que les Français avaient créé. Alors ça se passe quelque part entre la Belgique et les Ardennes et qui a été le premier fait d'armes de l'armée allemande, puisqu'ils ont tout simplement contourné la ligne Maginot qui n'a donc absolument servi à rien. C'est-à-dire que même quand il va prendre une métaphore, alors soit il est totalement crétin, soit il ne connaît pas son histoire, soit les deux, mais quand on prend ce genre d'exemple, je trouve que ça montre l'absence de sérieux de la part de ce macronard bon toutou qui, même dans la défaite, réussit à sortir des âneries pareilles. Pour la rubrique Microscope, tu as scruté les réactions des éditocrates à la victoire du nouveau Front populaire. Oui, alors ça se passe soit pendant l'entre-deux tours, soit juste après, effectivement, après la victoire surprise. Hein. On le rappelle quand même si c'est une victoire extrêmement précaire, puisqu'il n'y a pas de majorité qui se dégage, mais enfin, c'est quand même, on n'était pas attendu. Je rappelle quand même qu'à ce propos, nous avions, alors que j'arrêtais pas de dire non, on ne peut pas, dans une élection, dans un scrutin législatif, on ne peut pas faire de projection. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. On ne peut pas projeter à partir d'un chiffre, à partir d'un pourcentage, par exemple les 30 et quelques pourcents du Front National, du Rassemblement National, on ne peut pas projeter au second tour le nombre de sièges que ça donnera. D'accord ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des accords circonscription par circonscription. Il y a eu 110 désistements à gauche qui ont évidemment largement contribué à modifier le résultat final. Or, Nathalie Saint-Cric, pour ne citer qu'elle, a annoncé qu'il y aurait 305 députés RN. 305 députés RN. Et ces gens-là se disent spécialistes de la question politique. C'est juste incroyable. Et donc, parmi ces réactions, il y a évidemment Pascal Praud. Et vous allez voir son désarroi total et absolu. Il m'a presque fait pitié. J'avais envie de lui faire un hug, de le prendre dans mes bras parce qu'on le sent vraiment peiné pour l'avenir de son cher pays. Je vous laisse écouter. Jordan Bardella est l'enfant d'Adolf Hitler. Je n'y peux rien, je le constate. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Je baise la mère de Bardella. Voilà. Et Marine Le Pen... c'est une licence poétique. Marine Le Pen et Marion Maréchal sont des putes. Alors une autre qui est également indéboulonnable, c'est Rachel Kahn. Et elle va complètement dévisser. Donc je rappelle que Rachel Kahn, elle se pensait éligible, au sens premier du terme, au poste de ministre de la Culture quand même. Quand on la connaît, quand on connaît ses mensonges, ses bobards, son storytelling du taxi avec des sourates appelant à détruire Israël, enfin des trucs de malade. Elle va de nouveau dévisser. Et je vous laisse écouter dans quels termes elle va analyser la situation politique. Là où les propos de Gérald Darmanin sont intéressants, c'est par rapport à tout ce qu'on nous a dit sur le barrage républicain. Une nouvelle fois, le barrage républicain, c'est pas quelque chose d'éphémère. Un barrage républicain, ça se construit, ça prend du temps, il y a une véritable vision. Aujourd'hui, LFI, ce sont les ennemis de la République. Donc le barrage républicain doit impérativement se faire, plutôt, parce qu'aujourd'hui il se tait, mais le barrage doit se faire
afin qu'on puisse se relever de toutes les crises que nous avons, à la fois internes, mais aussi internationales. Et quelques jours avant le second tour, voilà comment elle va oser présenter, je vous parlais tout à l'heure de Monsieur 19h59, Raphaël Enthoven, qui ont en bande organisée, donc je rappelle, le Printemps républicain a vraiment favorisé l'arrivée du Rassemblement national là où ils en sont aujourd'hui. Elle va oser présenter donc sa bande de castors, donc les castors qui font barrage au Rassemblement national, comme étant les véritables héros de la lutte contre l'extrême droite. Alors en fait, on sait très bien qu'il n'en est absolument rien. Je rappelle que Rachel Kahn, et je vais vous laisser l'écouter, ça a été révélé, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui l'a annoncé spontanément, elle avait participé à un dîner tout à fait sympathique avec Marine Le Pen en son domicile. Je vous laisse l'écouter à la lumière de ce que je viens de vous dire, s'il vous plaît. On est tellement peu à avoir fait barrage pendant toutes ces années. Vous savez, c'est les castors qui font des barrages. Ils font des castors, mais c'est pas... On n'est pas des castors du dimanche à se réveiller en disant qu'il faut faire barrage. Ça fait des années qu'on écrit des livres, qu'on essaie de batailler pour faire tenir debout cette République avec les Elisabeth Badinter, avec Manuel Valls, avec Philippe Val, avec Enthoven, avec Amnouche Salmani, avec Mona Jafarian. Enfin, on est nombreux à vouloir faire barrage, mais on n'attend pas les élections pour vouloir faire barrage. Enfin, nous demander à nous de faire un barrage républicain, c'est quand même assez aberrant. Bock-Côté pète littéralement les plombs. Oui, alors je pense qu'il est vraiment usé là, il est fatigué, il faudra peut-être qu'il retourne dans son Québec natal. Donc c'est Bock-Côté, c'est donc ce fameux vociférant, complètement, je sais pas, ce qu'il prend, ce qu'il consomme, mais il est de manière assez régulière, en pleine extase ou en pleine passion sur ces sujets de prédilection qui sont évidemment l'islamo-gauchisme, le wokisme et ainsi de suite. Et là, le remplacement aussi, lui. Oui, bien sûr. Et moi, j'aimerais bien le grand remplacer un peu parce qu'il commence vraiment à devenir fatigant. Et là, il pète littéralement les plombs et il va utiliser un vieux stratagème. Vous allez voir, ça se passe en 2 parties. Je vous laisse écouter la première où il va disjoncter et ensuite, il va partir en live sur la question qu'on appelle le point Staline. Je vous dis ça juste après. Une balle dans la tête, c'est grave, non? Faut pas vous énerver. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Le programme du Front Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Mais bien sûr que c'est grave. Donc vous dénoncez. Oui, mais c'est pas la peine de crier. Je crie pas, vous avez été tellement silencieux devant cette idée d'une balle dans la tête, je voulais vous la rappeler. D'accord, monsieur Bock-Côté. On va mettre 2 têtes dans la balle de personne. On va mettre 2 balles dans la tête de personne. Monsieur Arnaud l'a proposé. Le Front populaire est arrivé en tête du second tour. Et puis, j'espère qu'il pourra appliquer son programme. Le député Arnaud a proposé de mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Vrai ou faux? S'il vous plaît. Vous le soutenez encore maintenant. Bravo, vous êtes solidaire. Mathieu Bock-Côté, je précise simplement qu'il y a une enquête qui est une plainte. Moi, il faut mettre une balle dans la tête des gens. Pourquoi vous me parlez d'une balle? Citation de Raphaël Arnaud qui disait à l'Escordi que vous voulez mettre une balle dans la tête. Monsieur Laqueuille, en plus la mission est quasiment terminée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une plainte qui a été déposée, il y aura une enquête qui est en cours et il faudra déterminer si oui ou non ces propos ont été tenus. Si oui, le système est correct, moi, c'est tout. J'ai bien compris Mathieu Bock-Côté, mais il y a une plainte qui est en cours. Donc on verra ce que va dire la justice. C'est à la justice de déterminer. Et puis ce sera intéressant de voir si oui ou non, un jour, il est condamné pour ses faits. Et si oui ou non, il remettra peut-être son mandat en jeu. Féliciter, c'est le rendre sa solidarité politique. De quelle solidarité vous parlez? Ça va aller les calomnies là? Alors, qu'est-ce que le point Staline? Le point Staline, c'est lorsqu'il y a une discussion entre des gens très, très à droite et des gens à gauche, on va ressortir ce qu'on appelle le point Staline. Alors, le point Staline, c'est un peu l'équivalent du point Godwin. Le point Godwin, c'est quand on accuse quelqu'un d'être nazi, quand on n'a plus d'arguments. Le point Staline, c'est la même chose, mais du côté de la droite et de l'extrême droite. Et donc, il va utiliser ce fameux point Staline, à savoir que les communistes français, en l'occurrence, ou les gens de gauche en France, seraient responsables des millions de morts du stalinisme. Alors, parfois, c'est ça qui est drôle avec le point Staline, c'est que c'est 80 millions, 100 millions, 120 millions, c'est jamais, enfin, il n'y a jamais de chiffre très précis, mais c'est vraiment l'argument stupide, digne de Bock-Côté, mais c'est vraiment l'argument stupide quand on n'a plus, justement, d'arguments à avancer. Je vous laisse écouter. Une grande alliance qui allie. Oui, les candidats ont aidé quand même. Si je peux me permettre, vous êtes l'héritier d'un parti qui se revendique d'une idéologie qui a fait des dizaines de millions de morts. Donc un peu de modestie vous aiderait. On a fait la sécurité sociale, on a fait les 80. Et vous avez fait des dizaines de millions de morts. Permettez-moi de vous rappeler que vous êtes on a dû tuer des collaborateurs. Vous revendiquez d'une idéologie qui a tué des dizaines de millions de personnes. Un peu de modestie. C'est factuel. Ah bon, le Parti communiste français, ça va. Complice 39-41 avec les nazis. Plaisanter ou quoi? L'humanité.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, il n'est pas le seul dans ce cas-là, puisqu'il y a l'inénarrable Franz-Olivier Gisbert, qui lui aussi va péter les plombs. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se cache plus du tout. Alors, on devinait dans quel état et surtout dans quelle partie de l'échiquier politique il se situait. Mais enfin, là, il va sortir de ses gonds face à une élue de gauche. Et vous allez voir de quelle manière. Et on sent vraiment qu'il ne manque plus que la bave, en fait, pour imager parfaitement le désarroi supplémentaire. J'espère qu'ils vont faire un petit club, tous ces gens-là, pour faire des câlinothérapies, pour essayer de se rassurer entre eux. Mais je trouve ça extrêmement grave pour des gens qui sont censés analyser simplement, on ne leur demande pas plus, analyser la situation politique. Je vous laisse regarder. Jean, là, je ne sais pas si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit, 3 fois fichier S, etc. Oui, un personnage quand même juste dingue, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que pour que les Avignonnais que je connais votent pour quelqu'un comme ça, on voit que vraiment, bon, c'est un peu n'importe quoi. Donc il faudra qu'il règle les problèmes à l'intérieur. Juste je termine, puis après vous écouterez. Il est député de la nation, donc respecter un minimum. Oui, mais enfin on peut aussi... Bah oui, bah si, la parole reste libre encore, on peut parler. Je suis désolé. Bah oui, mais vous n'avez pas le droit de le jeter comme ça en pâture. Excusez-moi, il y a encore la liberté d'expression dans ce pays, s'il vous plaît. Mais les gens ont voté pour lui, monsieur Gisbert, donc je suis désolée, vous avez le droit de le respecter également. S'il vous plaît, tout va bien, tout le monde a la parole. Ça commence déjà, il ne faut pas dire ça. Vous insultez un député de la nation. Mais vous insultez, vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous insultez le président de la République, vous insultez le... Enfin, faut arrêter ça. Ne vous énervez pas. François-Olivier Gisbert. Respectons la parité. On a une petite carence en femmes, donc je vais parler de Barbara Lefebvre, qui est aussi une éditocrate qu'on retrouve sur les chaînes populistes et qui, elle aussi, va y aller de son couplet. Et je tenais à féliciter un autre Mourad, celui du Racing Club de Toulon, qui va essayer d'être le plus calme possible et de la ramener un tout petit peu à la raison. Va-t-il y arriver ? Nous allons le savoir tout de suite. Se retrouve maintenant représenté par un communautariste de cette sorte, quelqu'un qui, il y a 15 ans, 20 ans, était un défenseur acharné de la loi de 1905 et de la laïcité. Même, 8 ans même. Oui, de la laïcité, qui a eu pour ami Charb. Donc, si vous voulez, c'est juste, ça m'étreint même, c'est presque à la limite de la nausée quand on voit aujourd'hui, pour des voix, ce que ce type est capable de dire. C'est-à-dire qu'il est capable de dire l'exact contraire de ce qu'il pensait il y a une dizaine d'années sur ces questions de communautarisme, sur les questions de la laïcité. Donc ce type est un opportuniste dangereux, parce qu'en plus, il s'appuie sur des gens qui sont violents. Il s'appuie sur les antifas, il s'appuie sur les racailles de cité, etc. D'ailleurs, il n'est qu'à voir où il fait élire ses candidats. Et moi, ce que je remarque, c'est que les candidats LFI ne sont pas comme M. Ruffin en train d'aller se coltiner le dur du terrain. Parce que les petits carons, les Madame Obono, ils sont allés faire ça dans les petits quartiers bobos. Hein. Là, il n'y avait pas de risque de RN. Monsieur Ruffin, il se tape la difficulté. Et là, Monsieur Mélenchon lui crache dessus. Voilà, donc on voit très bien qui sont les électeurs de Mélenchon. Et ce sont les électeurs de Mélenchon qui sont dangereux. Anne-Claire Coudray connaît des milliers de professeurs. Alors là, on retombe exactement dans la même problématique de l'argumentaire. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argument, on va sortir une énormité. Et on a un tout petit peu de mal à imaginer qu'elle... Alors, elle va sortir une ânerie sur le fait qu'on ne parle pas, ou qu'on n'ait pas parlé au cours de ces dernières années, des questions de racisme et d'immigration dans notre pays. Ce qui est quand même le sujet récurrent. D'une part, alors qu'elle est quand même présentatrice de l'un des principaux journaux télévisés d'Europe, celui de TF1. Eh bien, elle va non seulement sortir cette ânerie, mais en plus, elle va s'appuyer sur le fait qu'elle peut présenter apparemment à son interlocuteur des milliers de professeurs qui vont témoigner de la difficulté qu'ils ont à enseigner sur des questions liées évidemment à l'immigration. Ça ne tient pas la route, mais elle le fait sans beaucoup de contradictions sur le plateau. Je vous laisse écouter. Je pense qu'Éric Zemmour est le grand architecte de cette situation. Emmanuel Macron, en dissolvant, contribue à l'architecture, mais celui qui a bouleversé les mentalités ces 15 dernières années, c'est Éric Zemmour. En ouvrant la possibilité d'être raciste en France. Le vote du Rassemblement national s'alimente à beaucoup de choses. Déclassement, colère, très bien. Racisme aussi. Trop d'Arabes. Évidemment que c'est une source. Et Éric Zemmour a été un architecte. Les médias ont payé Éric Zemmour pour donner son point de vue. Les éditeurs l'ont payé. Je suis désolée, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, les politiques ont refusé de parler d'immigration et de sécurité pendant
des décennies. Les politiques, les partis politiques, non, mais je parle qui hurlent au racisme, ont refusé de parler d'immigration et de sécurité pendant des décennies. Chaque année, pas du tout. Chaque année, il y a une loi votée sur l'immigration. L'immigration fait l'objet de multiples débats partout. Il y a beaucoup de livres sur l'immigration, des livres qui se vendent d'ailleurs. Il y a l'immigration, nous en avons beaucoup parlé, après qu'on n'ait pas résolu les problèmes, que les vagues migratoires, nous ne parvenions pas à les contrôler, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'on n'en a pas parlé. Et la laïcité à l'école est un vrai problème, et je peux vous en citer des partis qui ont minoré ce problème, et je pense que quand on le vit au quotidien, au bout d'un moment, on est prêt à tout essayer. On a fait une loi en 2004 contre le voile à l'école, on a fait une loi en 2010 contre la burqa, la baya a été interdite à l'école. On ne peut pas dire qu'on n'a pas parlé de ces problèmes-là. Non, mais vous parlez de la macro, mais quand on vit au quotidien, effectivement, ce problème, et qu'on a l'impression, quand on est prof par exemple, et qu'on a l'impression d'être délaissé face à la baya, je peux vous trouver des milliers de professeurs qui se sont sentis délaissés face à ce problème, jusqu'à ce qu'on prenne une circulaire qui était très claire à la rentrée dernière. On connaissait le grand remplacement physique, donc c'est toutes ces familles subsahariennes, maghrébines, qui se retrouvent pour dire, voilà, il faut faire des enfants pour remplacer la population, mais faisons-le discrètement, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas. Pascal Praud, lui, va conceptualiser un nouveau grand remplacement, qui était un grand remplacement culturel, et qui serait né des résultats, alors de femmes, évidemment, racisés qui ont été élus députés et qui traduiraient donc ce fameux grand remplacement culturel. Je vous invite vraiment à regarder le visage des gens qui sont en face de lui, ils sont surpris tellement c'est grotesque, tellement c'est grossier. Pour réussir, tellement c'est raciste. Et c'est raciste, bien évidemment. Alors, pour réussir à choquer des chroniqueurs de CNews, il faut quand même mettre le paquet. Pascal Praud l'a fait. Je vous laisse regarder ça, évidemment, à ne pas refaire chez vous. C'est un professionnel qui vous le dit. Moi, je vous assure, Daniel Obono, je trouve ça passionnant. 64% dans sa circonscription, ça, c'est un sujet. Mais il y a des scores. Pour les prochaines années. En solidarité. Mais là, dans cette circonscription, il ne s'agit pas de généraliser, mais là, on peut parler de grand remplacement. Un grand remplacement culturel, en tout cas. Alors cette haine qui vient des élitocrates, qui vient des politiques et de tous les gens qui n'ont pas supporté, qui n'ont pas digéré la victoire de la gauche, on se demande parfois jusqu'où ça va se nicher, jusqu'où ça peut aller se nicher. On a la réponse grâce à l'ultra réac comique, qui a été au moins à une époque comique, Elie Semoun, qui va se permettre pardon de le dire comme ça, cette dégueulasserie concernant Mathilde Panot. Donc aucun respect pour les élus de la nation, et je trouve ça d'une dégueulasserie, d'une veulerie et d'un sexisme vraiment, vraiment consommé. Je vous laisse regarder, c'est absolument abject. C'est bon, voilà. Je ne pensais pas vous voir à l'écran, je croyais que c'était vous qui parliez. Je vous demande d'avoir une petite photo d'une visite pas banale à Sainte-Rose en début de semaine. C'est une otarie à fourrure venue des îles Antarctiques, qui a été découverte par un pêcheur. Je sais pas si, voilà. Le jeune animal était coincé dans les rochers. Le réseau échouage s'est mobilisé pour lui porter secours et la rendre à l'océan. Si tout va bien, la petite otarie a dû pouvoir poursuivre son périple. Globis précise toutefois rester vigilant en cas de nouveau signalement. Je crois que c'était Mathilde Panot. C'est plutôt mignon. Attention. Et on rappelle que ces humoristes comme Gérard Darmon, Elie Semoun, ou encore, comment il s'appelle, notre ami sur Radio J, là, qui avait dit que les Gazaouis méritaient de se faire tuer et massacrer. Oui, Michel Boujna, absolument. Toute cette colère qu'ils ont et qu'ils dirigent contre la gauche, c'est parce qu'ils apportent leur soutien à la Palestine. Oui, absolument. Alors, je le redis, mais c'est moins à eux que j'en veux qu'aux gens qui les invitent, en fait, qui leur tendent le micro. Ils savent très bien ce qu'ils vont dire. Alors, pour Semoun, c'était pas évident qu'il allait sortir une saloperie pareille, mais je veux dire, quand on invite Boujna, on sait ce qu'il va dire. Quand on invite Enrico Macias, on sait exactement ce qu'il va dire. Et donc, j'en veux plus vraiment aux gens qui invitent que à ceux qui viennent dégoiser des horreurs sur les plateaux télé et dans les studios de radio. Mourad, on va conclure cette émission avec une note positive. Comme toujours, les coups de cœur ? Oui, les coups de cœur. Alors, j'ai un peu de retard qu'il va falloir que je rattrape. Je voulais faire une petite parenthèse avant mon coup de cœur. Je voudrais préciser que parmi les nombreux ouvrages que j'ai reçus, alors je ne hiérarchisais évidemment pas les livres que je viens chroniquer, que j'ai le plaisir et l'honneur de chroniquer, parce que l'honneur, puisqu'on me fait confiance en me les envoyant, en me les faisant suivre. Je voudrais juste préciser, j'en avais parlé un petit peu
peu ici, mais qu'il y a 2 ouvrages particuliers. L'un s'appelle Racisme social, de Jean-Christophe Greletti, donc qui est un ouvrage qui pour moi est quasiment, on va voir la jaquette à l'écran, qui est pour moi l'ouvrage d'une vie, qui n'est pas traitable en l'espace de 3 minutes ici. C'est juste impossible. J'espère pouvoir le recevoir dans cette émission pour échanger avec lui, tellement c'est une importance, je trouve, capitale en termes de sociologie. Et l'autre, c'est l'accusation d'Aïcha Béchir, pareil, que j'aimerais vraiment recevoir parce que ce livre est absolument magnifique. C'est un roman autobiographique, mais qui est extrêmement bouleversant quand on connaît son histoire. Elle n'était pas disponible au mois de juin. Je l'avais contactée, elle est d'accord sur le principe. Donc vraiment, les deux, là, on va voir l'accusation également à l'écran. Vraiment, je croise les doigts pour avoir la chance de les accueillir. Coup de cœur de cette semaine, c'est encore de la musique, c'était un CD de Wacho, qui est un chanteur que j'ai croisé alors à la fois sur les réseaux sociaux puis dans la vraie vie, notamment mercredi place de la République pour la soirée antifasciste. Il sera à l'Élysée-Montmartre le 5 octobre, donc vous pouvez déjà, je pense, réserver si vous le souhaitez. On va écouter un extrait de son album, je vous laisse écouter. On arrive à la véritable conclusion, les remerciements. Oui, les remerciements. Alors cette fois-ci, ils sont un peu particuliers parce que c'est des gens que j'ai croisés IRL dans la vraie vie, donc notamment, alors dans la rue, ça se passe comme ça parfois, et puis place de la République, voilà, il y a pas mal de gens qui se sont signalés. J'étais extrêmement surpris et touché par 2 choses. D'abord leur fidélité, et puis leur attachement à cette chronique. En particulier, mais aussi aux médias en général, et tous, quasiment, et toutes m'ont demandé, alors la TNT, est-ce que vous y allez, est-ce que vous avez foi, et ainsi de suite. Et ouais, c'était vraiment, à chaque fois, extrêmement chaleureux, donc je voudrais leur faire un petit coucou et les remercier pour leur bienveillance. Heureusement que Moumou fait preuve d'humilité, heureusement que... Il y a la troisième personne. Oui, mais voilà, sinon Moumou prendrait le melon, mais on a confiance en Moumou pour qu'il ne soit pas comme ça. Non, je plaisante bien évidemment. Alors, il y a... Rabat de Saint-Ouen, Séverine de Montreuil, il y a beaucoup de gens de Montreuil, Hamid de Montreuil également. Alors Rabat se définit comme chercheur binational, il a insisté, donc je respecte sa volonté. Sébastien de la CGT RATP, Jamila de Solidaire qui habite à Joinville-le-Pont, Sonia de Levallois-Perret, Mélodie de Villejuif, Raphaël de Saint-Germain-en-Laye, oui, ils arrivent d'un peu partout, Flavien, qui est un de nos confrères de Beson, dans le 95, je crois. Guillaume et Caroline de Paris, Bruno de Paris 3e, qui est dans l'éducation populaire, un très beau métier. Ulriel également. Laure et Hugo Dupéreux. Je suis désolé, il y en a quelques-uns, mais voilà, je vais essayer d'aller vite. Chedia de Paris 19e et Olfa de Paris 20e. Il y a également un secrétaire national, je crois que c'est Taïeb, si je l'ai bien écrit, qui est secrétaire national de Solidaire. Mosaïka avec 2 Z, je mettrai la référence, qui est artiste multiculturel, multiforme, qu'on retrouve sur Instagram. Valentin de Montréal, un Français qui est exilé à Montréal, qui est dans l'histoire de l'art, et sa copine Manon, qui était aussi de Montreuil. Jamel, un ancien de Montreuil, qui lui est parti dans le sud. Il a tout plaqué pour partir dans le sud à Étampes. Voilà, donc je le salue également. Jean-Phil, un Québécois exilé au Costa Rica. Il y a quand même pire que ça. Et pour finir, Titanic de Calgary, également au Canada. Il va falloir qu'on ouvre une antenne, si tu es partante, Nadia. On va ouvrir une antenne de médias là-bas. C'est toujours très agréable. Et le dernier, Tana Sius Dam. Voilà, je les remercie tous vraiment infiniment, chaleureusement. Et je rappelle, comme tu le dis, et comme le dit Théo assez régulièrement, sans eux, il n'y aurait pas de l'antenne du média. Donc merci vraiment du fond du cœur à elles toutes et à eux tous. Merci à elle, merci à eux et merci à toi, Mourad Guichard. Merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet et peut-être bientôt sur la TNT, car vous le savez peut-être, le média est plus que jamais en lice pour obtenir une fréquence sur la télévision numérique terrestre. Je vous le rappelle, notre candidature a été jugée recevable par l'Arcom et demain, vendredi 12 juillet, nous serons auditionnés. Pour y parvenir et pour couvrir la campagne trépidante qui s'annonce, nous avons besoin de vous. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Grâce à votre soutien, nous avons dépassé les 205 000 €. Merci infiniment. Continuez de nous donner les moyens de créer la télé de celles et ceux qui ne la regardent plus. À très bientôt.